de mon analyse, c'est que si on ne fait pas de bêtises, la maladie est passée en 1 mois et après, il faut 2-3 mois pour se remettre en route. Si on bloque tout comme c'est en train de se mettre en œuvre, la reprise va être très très longue. En fait, la remise en branle d'un système, d'une chaîne critique, enfin d'une chaîne logistique, ça peut être très très long. Et en plus de ça, on a un sujet qui est le risque que l'on a d'être frappé par un Black Swan à tout moment. Moi, je rappelle, je suis un enfant de la crise de 90, donc je suis sorti du service militaire 15 jours avant l'invasion du Koweït par Saddam Hussein. Et ceux de mes camarades qui avaient commencé à travailler 1 an plus tôt avaient tous un job. Et ceux qui ont commencé à travailler en même temps que moi, aujourd'hui encore, dans les courbes de salaire, on voit un décalage de 3-4 ans avec ceux qui sont sortis l'année précédente. Et en fait, les 2 premières années, qui étaient des années liées à ce qui se passait au Koweït, ont été probablement impactées par l'explosion du Pinatubo en 92 aux Philippines, qui a fait baisser de 0,5 degrés la température terrestre pendant 2 ans. Donc, on peut, en plus, parce qu'on est dans un déséquilibre, avoir un deuxième truc qui arrive derrière. Oui, ça peut arriver. Maintenant, pendant toutes ces crises-là, il y a eu des entreprises qui ont continué à vivre, qui ont continué alors à prospérer plus ou moins. Je vais vous donner un exemple que j'aime bien. Un de nos entrepreneurs qui a, en 2009, commencé à racheter des maisons aux États-Unis qui avaient été mises en foreclosure par des banques. Donc, c'était des parcs de maisons en bois, c'était pas grand-chose, mais lui, ça lui coûtait 10 000 € la maison et il l'a loué derrière et finalement, il a pu profiter extraordinairement de la crise. Pour préciser, quand j'ai parlé moi-même de reprise, en fait, moi, je ne pense pas qu'une reprise va être un retour à la normale avant la crise. Mais il y aura une phase de ralentissement qui va être un ralentissement provoqué, qui va impacter plus ou moins différemment différents secteurs, mais qui va impacter tout le monde. Et après, il y a une reprise qui est une phase de démarrage, mais je ne sais pas prédire non plus combien de temps on va revenir à l'état d'avant, ou à un état comparable à l'état d'avant. Mais ce que je voulais distinguer, en tout cas, comme je l'ai dit, c'est qu'il y a une période de ralentissement qui pourrait être vraiment mis en veille pour diminuer les interactions sociales. Et il y aura une phase où on va dire, OK, maintenant vous pouvez reprendre, et c'est ce que j'appelle la reprise. Le retour à la normale va se faire sans doute plus tard, mais combien plus tard, très difficile à prédire. Ok. Super. Une autre question? Oui, il y avait une question de Dan pour savoir si on diffuserait un enregistrement du séminaire de cette conférence. Oui, nous le ferons. Voilà, on ne sait pas encore quand, on ne sait pas sous quelle forme. On est comme vous dans l'expérimentation. Si je peux me permettre, j'ai une... Vous m'entendez? Oui. Oui. C'est coupé. Voilà, je suis Benoît. Je suis actuellement, alors j'ai eu la chance moi d'arriver, je suis arrivé au Brésil avant-hier. Je suis parti jusqu'au moment où il commençait à parler de la mise en quarantaine, etc. J'ai une question par rapport à ce que vous dites sur le Black Swan. On parlait d'un premier Black Swan qu'on est en train de subir. Est-ce que vous voyez le souci géopolitique avec la Russie, enfin, sur les problèmes de pétrole, là, le prix du pétrole qui chute, etc., comme un possible deuxième Black Swan, justement? Est-ce que c'est les prémices de quelque chose d'autre qui arrive? C'est pas très important en fait. Un Black Swan, ça peut pas, enfin, ça va toujours nous surprendre. C'est-à-dire que il y a 3 mois, on savait pas que le Black Swan, ça serait un virus en Chine et on pouvait pas le savoir. Et donc, mais en revanche, ce qui est certain, c'est que toute mise en déséquilibre accentue les effets d'un Black Swan quand il arrive. Donc voilà. Et attention, dernier point, un Black Swan n'est pas un Dark Swan. C'est juste une couleur. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vivent extraordinairement bien grâce à ce Black Swan et d'autres qui sombrent à cause de ce Black Swan. Je veux dire qu'aujourd'hui, les gens qui vendent du gel hydroalcoolique, ils n'ont jamais fait une saison comme ça. Hein, on a des clients qui ont des supermarchés. Ils ont fait en février des ventes qui ressemblent à un mois de décembre.
Hein. Et Donc, je il y a parle, peut-être des opportunités à saisir. voilà. Et je parle d'un client qui, justement, comme par hasard, avait deux de ces supermarchés qui venaient juste de finir leurs travaux. Donc, pour lui, c'est génial. Pour d'autres, c'est terrible. Donc, voilà, Black Swan, il faut bien avoir en tête que c'est improbable, ça chamboule tout et ça se rationalise derrière. C'est ça Ok, les caractéristiques. on va peut-être passer au prochain, Aux recommandations. prochaine partie. Ouais. Donc, Jo. les recommandations, je voulais d'abord. En fait, est-ce que quand je parle, vous me voyez? Parce que moi, je ne vois pas ma vidéo. Oui, Oui. on voit. D'accord, merci. Ça me rassure. Donc, la première chose qui est immédiate à tout le monde, c'est la réorganisation du travail. Donc, la recommandation, en fait, c'est déjà de repenser chacun son activité, en fait, en fonction de son activité. Qu'est-ce qu'on va maintenir comme activité? Qu'est-ce qu'on va maintenir sur site si jamais les gens vont venir au bureau et continuer? Qu'est-ce qui peut se mettre en télétravail? Bon, ça paraît un peu évident, mais la situation, c'est de vraiment bien réfléchir à comment tout ça va s'articuler. Quelles sont les activités qu'on pourrait arrêter complètement, au moins pour un certain temps, et éventuellement qui mettre en chômage partiel, indépendamment des indemnisations possibles ou pas. Mais en gros, comment on va redistribuer les tâches en fonction des priorités pour qu'on puisse continuer à fonctionner d'une façon ou d'une autre. Après, il y aura forcément des mesures administratives à mettre en place tout de suite, notamment les formalités de qu'est-ce qu'on met au chômage partiel, comment on fait ça. On va essayer de vous aider éventuellement, dès qu'on aura de l'expertise là-dessus, à qui s'adresser, comment faire et comment ça va se passer pour certains ou pour d'autres. Et notamment, notion de cessation de paiement, si ce n'est pas moi qui paye mes salariés, qui va les payer, lesquels sont qualifiés ou pas. Mais tout ça, c'est à mettre en place assez vite. Et le point sur l'organisation du travail qu'on recommande, en fait, moi, c'est essentiellement comment communiquer avec les salariés. Donc, d'abord, il faut prendre une posture bienveillante et rassurante, rester authentique et sincère. Donc, si on veut être optimiste, c'est très difficile d'être faussement optimiste, mais faire peur, ça ne sert pas à grand-chose. Il ne faut pas paniquer. Donc, Jean-Christophe appelle ça la posture du chaman, du genre ça va bien se passer, on a survécu à pire que ça, il y a eu d'autres crises. Mais surtout, en fait, notre recommandation, c'est de ne pas essayer de prédire l'avenir, mais d'essayer de montrer qu'on croit en une certaine résilience et en l'intelligence collective. Deuxième recommandation pour la communication, c'est annoncer les intentions, en tout cas en matière d'entreprise. Intention d'essayer de trouver le maximum de solutions possibles, d'aller trouver les aides, les financements, les moyens pour contourner la crise, etc. Troisième point, montrer de l'empathie, de la compréhension, du soutien, parce que là, il faut se préparer, on va faire face quand même à des personnes qui, dans leur entourage, vont avoir des personnes malades, qui vont avoir à prendre en charge et leurs enfants et peut-être aussi leurs parents, qui vont être en situation de stress, en situation de crise, pour certains en situation de deuil. Donc, ça peut être assez difficile et déjà la communication en temps normal dans une entreprise, ce n'est pas quelque chose de très simple à maîtriser. Quand on va le faire à distance avec des gens qui vont avoir tellement d'interférences dans leur vie, ça risque d'être beaucoup plus compliqué. Demander de l'aide, c'est-à-dire demander l'aide à tous les collaborateurs, donc en essayant autant que possible de les impliquer dans les choix, alors pas forcément leur rejeter la responsabilité, mais demander leur avis. Parfois, c'est plus simple que simplement d'imposer, et puis surtout montrer qu'il y a une espèce de loyauté réciproque qui va faire que chacun, chacune vont essayer de mettre un peu de leur pour essayer de trouver des solutions ou un peu d'efforts supplémentaires, etc. Donc, ça, c'est probablement plus facile pour les entreprises à petite taille entrepreneuriale, sans cette bienveillance. Je pense que les grands groupes vont beaucoup souffrir pour avoir un vrai engagement et des initiatives de la part de leurs salariés. Donc, autant d'opportunités pour les entrepreneurs, en fait, de prendre un peu d'avance par rapport aux autres. Et puis, forcément, cinquième point, leur proposer de l'aide dans la mesure du possible. Il y a des personnes qui vont avoir du mal à se déplacer, du mal à s'organiser d'une façon ou d'une autre, de s'équiper de technologies pour pouvoir travailler à domicile, etc.
Donc, voilà, ça va sans dire, mais je vois que parfois, dans la tourmente ou dans ses propres préoccupations, on ne pense pas proposer des petites choses qui peuvent faciliter la vie des collaborateurs. Et voilà. Et le dernier, en 6e point, je dirais, faire appel à leur créativité pour avoir à la fois leur soutien ou un soutien mutuel et essayer ensemble de trouver des opportunités, même petites, même si ce n'est pas tout à fait dans le cœur de métier, pour aider à sortir ou à contourner plus rapidement cette crise. Ok. Alors, il y a après un point qui va être assez clé et qui est très compliqué pour vous, entrepreneurs, qui est le point de réduire la voilure. C'est compliqué parce que c'est un peu contre nature d'abord. On a envie de développer les choses plus que de s'arrêter. On a des investissements qu'on a lancés et on est toujours… c'est toujours une douleur que de voir se couper. En particulier dans un moment où ça va devenir de plus en plus facile d'investir parce que finalement, il va y avoir moins de tension sur l'investissement. Il va y avoir très probablement beaucoup plus de facilité à recruter, beaucoup plus de facilité à lancer des projets. Mais c'est aussi parce que tout le monde a arrêté en même temps. Les grands groupes vont couper leur vanne du recrutement là maintenant, c'est déjà fait probablement. Donc on a plus de difficultés du coup à s'arrêter. Mais re-questionner l'ensemble de vos investissements est une chose à faire. Et je vous rappelle que pour toutes ces décisions-là, vous devez éviter absolument les sunk costs, c'est-à-dire le fait que comme on a dépensé, on a du mal à s'arrêter, on a du mal à penser que c'est le bon moment. Et la seule vraie façon de se prémunir contre ce biais, c'est de se fixer des deadlines, des limites, des maximums au-delà duquel on considère que on se doit d'arrêter. Et l'autre point essentiel, quand on se fixe ces limites, c'est de fixer qu'est-ce que seraient les niveaux acceptables ou les niveaux d'arrêt. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement de se donner un rendez-vous dans un mois et de voir, mais c'est de se donner rendez-vous dans un mois et de dire à ce moment-là, voilà ce qui ferait un bon chiffre, voilà ce qui serait un mauvais chiffre. Et c'est essentiel pour ne pas se laisser entraîner dans les sunk costs. Alors, il y a un point qui est compliqué, c'est la question de la vente. Parce que, évidemment, vous avez besoin de vendeurs, mais ça peut être super compliqué à vendre par les temps qui courent. Donc, qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? Donc, moi, je peux vous raconter une anecdote de 2008. C'était un client de Joe qui vendait des maisons en bois et qui avait des commerciaux qui étaient payés à la commission, comme ça se fait dans ce métier. Donc, du coup, ça n'allait pas lui coûter grand-chose vu qu'il n'y avait pas de vente. Mais ceci dit, ce qui était clair, c'est que les commerciaux allaient devoir partir. Donc, il allait perdre tous ses commerciaux. Et il a préféré les passer en salaire fixe. Donc, en prenant l'ensemble de leur salaire des années précédentes et en le mettant, enfin, leur commission des années précédentes et les mettant en fixe. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que les concurrents se sont écroulés et il y a quand même eu des maisons qui se sont faites. Quand le marché baisse de 30%, il y a encore 70% qui se fait. Donc, de mémoire, eux, ils avaient subi 5 à 10% de chute. Et l'année suivante, quand ça avait repris, ils avaient déjà leurs commerciaux qui étaient là et ils ont pu se développer. Donc, c'est difficile parce qu'en même temps, on a aussi des histoires de clients qui ont continué avec leurs commerciaux alors que ça rapportait zéro et qui se sont coulés. Donc, on n'a pas une leçon, mais on est toujours dans la notion de comment est-ce qu'on va faire pour réinterroger ces choix aujourd'hui. Bon, pour les réductions de charges, évidemment,
vous pouvez compter aujourd'hui sur une énorme mansuétude de l'État, c'est-à-dire que les vannes sont ouvertes. Donc, le chômage partiel, eh ben, c'est devenu 4 ou 5 SMIC de pris en charge, là où c'était avant limité à 8 € de l'heure ou quelque chose comme ça. Donc, ils sont en train de faire, comme l'a dit le président, quoi qu'il en coûte. Donc, c'est à la fois une bonne nouvelle pour nous, c'est une mauvaise nouvelle parce qu'il va falloir qu'on le paye plus tard, mais en tout cas, pour passer ce moment, manifestement, il y a l'air d'avoir une grosse mansuétude là-dessus. Et donc, je pense qu'il faut vraiment être être prêt à aller très loin dans la réduction de la toile. Alors, le point suivant, toujours dans la grande deuxième partie, hein, on est toujours dans la deuxième partie, réduction de la voilure. La deuxième question dans cet univers maintenant, c'est tout ce qui va être le cash. Le cash, c'est-à-dire à la fois ce qui va rentrer dans l'entreprise, il faut probablement s'attendre à ce que les clients payent moins bien. Et donc, on n'a pas vraiment de levier sur l'argent qu'on va recevoir. Par contre, on a des leviers sur l'argent qu'on va sortir. Et donc, ce que je vous recommande, c'est de regarder ce que sont vos dépenses et de les classer en deux catégories un petit peu inhabituelles. La première, c'est la catégorie des gens qui sont plus forts que vous, c'est-à-dire plus solides, et la catégorie des gens qui sont plus faibles, plus petits parfois. Et donc, je pense que notre responsabilité en tant qu'entrepreneur, c'est de payer sans délai les gens qui sont plus fragiles que nous, et donc chacun à sa taille, de payer les gens qui seront plus en difficulté si on ne le fait pas. C'est important. Patrick, je vais te couper 2 secondes. Il y a 2 questions. Je vais d'abord faire Eddy et après on passera à Stanislas. Oh, pardon. Eddy, tu peux te démuter si tu veux. Ou je le fais pour toi. Vas-y. À la prise en charge du chômage partiel, c'est ce que j'ai cru lire récemment. Donc, Sur ce point-là. Vous m'entendez? Oui. Oui. Vas-y. Super, bonjour, c'est Eddy. On lit plein de choses différentes sur la prise en charge du chômage partiel, des effets d'annonce de Bruno Le Maire, etc. Mais pour l'instant, rien de confirmé. J'ai regardé cet après-midi encore le site du gouvernement et il parle toujours, sur le site en tout cas, de 7,40 € d'indemnisation par heure. Donc très loin de nos univers pour les développeurs et toutes ces choses-là qui nous coûtent une blinde. Ouais. Vous, je sais pas si vous avez eu des confirmations qui vous rassurent sur ces éléments-là, mais moi j'ai plus des inquiétudes pour l'instant entre les effets d'annonce et ce qu'on aura, et si oui, quand est-ce qu'on l'aura? Alors, donc là, Pierre-Yves confirme que le décret est publié mercredi sur le chômage partiel. Petite information, le site du gouvernement qui recueillait les demandes de chômage partiel était tellement surchargé qu'ils l'ont interrompu et ils le réouvrent demain. Donc, on aura plus d'informations demain. Ce que nous avons entendu de plusieurs sources type MEDEF, c'est que ça ira jusqu'à 4,5 fois le SMIC et non plus une fois le SMIC comme c'était le cas dans le modèle précédent. Mais on n'a pas plus que ça pour l'instant. Le document MEDEF, je pense, va être sur le dossier qu'on va partager avec tout le monde. Donc, on a essayé de recueillir tout ce qu'on trouvait comme document de par les différents réseaux, etc. Et on vous fera passer le lien vers un dossier partagé où vous pourrez aller consulter. Je voudrais donner une réponse un peu plus générale par rapport à tout ce que nous sommes en train de faire et de mettre en place. C'est que l'idée, c'est qu'on est sur différentes thématiques, et notamment ces sujets-là, ce qu'on a appelé la boîte à outils, qui va être une série de ressources, que ce soit des articles ou éventuellement des personnes qui pourraient vous conseiller de façon personnalisée et qui vont peut-être le faire en fait pour nous ou pour des consultations groupées éventuellement, et qui sera mise à jour en fonction de l'évolution des événements. Donc, vous allez voir, ce sera la dernière partie de
de cette vidéoconférence, mais c'est quelque chose qui va se prolonger dans le temps, c'est-à-dire mettre à jour cette boîte à outils avec des ressources à la fois dans l'info, les formulaires ou éventuellement des spécialistes que vous pourriez éventuellement consulter, soit collectivement, soit individuellement. On essaie de voir ça au mieux pour que tout le monde puisse en profiter et avoir des infos pertinentes d'experts. Oui, je vais mettre un lien aux ressources dont Jean-Christophe parlait dans le chat box. Donc, et je le remettrai à la fin plusieurs fois pour être sûr que tout le monde y ait accès. Alors, il y avait une autre question de Stanislas. Je te donne… Ouais. Ah, pardon. Bonjour, non ça y est, bonjour, vous m'entendez là, ouais. Non, petite question, on est en pleine levée de fonds, nous, due diligence qui ont commencé la semaine dernière, prêt d'honneur cette semaine, rendez-vous BPI la semaine prochaine. Qu'est-ce qui risque de se passer? Voilà, enfin, après, l'avantage c'est que nous on dépense très peu là pour l'instant, donc tout va bien. Et si c'est BPI, probablement rien. Enfin, je veux dire, pour le moment, ils vont faire comme si de rien n'était parce qu'ils ont des consignes là-dessus. Pour les autres, si on se réfère à ce qui s'est passé en 2008, ils ne savent pas où ils habitent, quoi. Donc, ce n'est pas qu'ils n'ont pas envie, c'est qu'ils ne savent pas s'ils ont le droit et que tout est suspendu. Mais d'une manière générale, là, aujourd'hui, ce que propose BPI, c'est complètement hallucinant, hein. On parlait des clients qui ne payaient pas, etc. BPI dit vous apportez toutes vos factures et on les finance, quoi. Et on rajoute 30% de trésorerie en plus. Donc, pour votre sujet de levée de fonds, il y a un autre parallèle, hein, c'est le 11 septembre. Nous, on avait des gens qui nous avaient croisés, ce n'étaient pas des clients qui avaient levé de l'argent de fonds américains. Je crois que c'était une vingtaine de millions de dollars, ce qui à l'époque était une grosse levée. Et enfin, ils n'ont jamais vu l'argent, hein. Donc, il faut s'attendre à ce qu'elle ne se fasse pas et se mettre en situation qu'elle ne se fasse pas, tout en continuant d'avoir des échanges avec les gens avec qui vous discutez maintenant. Mais la position de base, quand on rentre dans la tempête, c'est d'abord on prend des riz, hein, on baisse la voile, il y a des petits cordons pour attacher la voile sur la barre. Ouais. Bah, boum, pardon, et donc du coup, on rentre dans la tempête en ayant enlevé de la toile plutôt qu'en ayant toute sa toile. Voilà. Donc, à mon avis, votre levée de fonds, c'est une super question, mais on peut pas être raisonnablement optimiste dans ces conditions-là. Je continue sur le cash, vous avez compris. Merci. Sur la valorisation, moi j'avais levé 2 millions pendant les années .com à New York. Et en fait, il y a des nouveaux acteurs qui arrivent. Dans mon cas, c'était Amazon, donc 99, je crois, un truc comme ça. Et il y a des gens qui ont réussi à lever l'argent juste avant toi et qui peuvent peut-être t'aider, en fait. Et ils ne sont pas encore connus, tu vois. Et ma deuxième recommandation, c'est si tu trouves du cash, sois cool sur la valo parce que ça va dégringoler quand même, je pense. Voilà. Et nous, on est dans une situation, on a déjà, en fait, on consomme très peu aujourd'hui. On a quelques clients et on se tournicote, hein, mais on a l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, on consomme extrêmement peu. Donc, on peut aussi, on peut attendre quelques mois, ça nous fera pas mal, hein. Okay. Et à l'inverse, si on arrive à avoir du cash là rapidement, on sera très content parce que justement, au contraire, il va y avoir des opportunités et on aimerait pouvoir les saisir, quoi. D'accord. Donc, voilà. Le cours global de la discussion, on n'a plus beaucoup de temps avant l'intervention du président Macron, il reste 17 minutes. Donc, on est déjà pratiquement un quart d'heure en retard sur le planning. Je vous propose sur les questions, on va refaire une deuxième séquence de toute manière. On aura l'occasion. Posez-les plutôt dans le chat, comme ça, elles sont en mémoire et on y reviendra et on pourra répondre de mieux en mieux à toutes vos questions. Donc, vous avez compris ce qu'on conseille, c'est de faire deux catégories, et une attitude de bienveillance envers les gens qui sont plus fragiles et une attitude d'extrême fermeté envers les gens qui sont plus solides. Ce qui veut dire globalement que vous avez des choses qui vont se faire simplement. Donc, par exemple, tout ce qui est bancaire, tous les réseaux bancaires vont vous repousser de 6 mois vos échéances de prêt. C'est facile, il faut le demander, mais BPI France garantit ça à 90%. Et si jamais il y avait une garantie sur ce prêt, elle le repousse automatiquement de 6 mois aussi. Donc, le mécanisme juridique est déjà prêt, il suffit de le demander pour l'obtenir probablement. Encore plus simple, si vous avez des emprunts BPI France, ils sont automatiquement non prélevés pendant 6 mois.
Donc, les échéances des 6 prochains mois, BPI ne les prélèvera pas, il n'y a rien à faire. Toujours dans le même esprit du cash, il faut vraiment regarder vos dépenses. Il y a des dépenses qui sont nécessaires. On dit c'est pas possible. Le loyer, par exemple. Le loyer, appliquons la règle. Si votre bailleur, c'est la mairie de Paris ou une grande foncière, à minima, attendez la première relance, de préférence passez-leur un petit coup de fil, éventuellement payer une petite partie. Il y a plusieurs stratégies qui sont mises à l'œuvre par les clients aujourd'hui ou dans ce qu'on leur conseille. Mais pour certains d'entre nous, le loyer est une grosse charge. Pour d'autres, ce sont les achats et charges externes, mais si le chiffre d'affaires descend, probablement ça va descendre aussi. Pour d'autres, enfin, ce sont les salaires et les charges sociales. Alors venons-en aux charges sociales. Vous avez la possibilité même de revenir en arrière sur votre échéance du 15 en remettant à zéro votre paiement. Donc vous faites votre déclaration sur la DSN normalement et puis vous mettez le paiement à zéro. Même si dimanche, votre comptable n'a pas eu le temps de le faire ou avant dimanche de mettre le paiement à zéro, vous pouvez le faire d'ici à la fin du mois. Vous avez 15 jours de plus pour remettre à zéro votre paiement et vous pouvez aussi refuser le prélèvement sans conséquence. Voilà. Tout ça, c'est des choses qu'on apprend au jour le jour. Ce n'est pas très bien documenté encore, mais la règle que je voulais vous donner en premier, c'est que ce sont ceux qui gardent leur cash qui survivent et ce sont ceux qui ont du cash en fin de crise qui peuvent réinvestir avant les autres. Quid de la TVA, Patrick? La TVA fait partie des sujets qui sont gris. Donc moi, par principe, aujourd'hui, j'aurais tendance à rien payer, surtout si elle est importante, et à compter sur la mensuétude. J'interprète les paroles du président Macron disant aucun impôt. Je sais que la TVA, ce n'est pas un impôt, mais comme je suis un pauvre entrepreneur, je n'ai pas tout compris, et donc je ne vais pas payer ma TVA ou je vais retenir ma TVA. Chaque entrepreneur doit prendre le risque qui lui paraît raisonnable. Mais la grande image, le grand concept, c'est qu'on garde le cash. Et il faut être le premier à freiner. C'est un petit peu comme un freinage d'urgence. Je ne sais pas si vous le savez, mais dans un freinage d'urgence, il faut appuyer sur la pédale de frein comme si vous voulez enfoncer la pédale de l'autre côté du plancher. C'est ce qui va vous sauver la vie en cas d'accident. C'est de freiner le plus tôt possible. Et pour le cash, à mon avis, c'est la même chose. Un petit point complémentaire, il y a beaucoup d'aides. Il faut aller au contact, il faut se renseigner et il faut être parmi les premiers à poser sa demande. Plus votre demande est posée tôt, plus elle sera traitée tôt. La région Île-de-France vient d'annoncer 1 milliard de prêts aux PME, sans garantie du dirigeant. C'est distribué par BPI France. Ça va de 35 000 à 400 000 euros. Il y a d'autres dispositifs pour les entreprises plus grandes, PME, ETI, il y en a parmi vous. Ça peut aller jusqu'à plusieurs dizaines de millions d'euros. Il faut être parmi les premiers à déposer des demandes, quitte à faire la demande et à fournir le dossier un petit peu après. Mais les demandes seront probablement traitées dans l'ordre d'arrivée. Et il va y avoir des embouteillages. Et il y a forcément un embouteillage. Voilà, c'est un petit peu ce que je peux vous dire dans ce point numéro 2 qui s'appelle réduction de la voilure. Et je passe la parole à Tristan pour le point numéro 3, privilégier la fidélisation des clients. Vous le savez tous, entre garder un client et gagner un nouveau client, c'est toujours beaucoup plus facile de garder un client. Or, dans les temps qui courent, gagner des nouveaux clients, ça va être très compliqué. Et donc, une recommandation extrêmement pratique, c'est fidéliser les clients existants. Alors là, je m'adresse essentiellement aux gens en B2B et avec un certain nombre de clients. Moi, ma recommandation, c'est appeler tous vos clients, voyez avec eux dans quelle mesure ils sont affectés par la crise, s'ils vont continuer à faire appel à vos services ou à acheter vos produits. Et client par client, voyez si c'est un no-brainer, ils vont continuer. Si c'est un no-brainer, ils sont tenus d'arrêter,
ou si vous êtes en zone grise et voyez individuellement avec chacun d'entre eux ce qui peut être fait pour conserver vos clients. L'idée, c'est qu'il va y avoir un certain nombre de mois de vaches maigres et ensuite, on l'espère, un redémarrage. Si vous coupez avec tous vos clients, il y a de bonnes chances qu'ils ne reviennent jamais après. Et donc, la recommandation, c'est traiter au cas par cas avec chacun de vos clients, essayer de trouver des solutions win-win, éventuellement augmenter vos prestations ou réduisez le budget ou prévoyez des conditions particulières pendant la période de la crise, pendant 3 mois, 6 mois, remboursables ultérieurement après ou en cadeau. Mais l'idée, c'est de montrer à vos clients qu'ils sont importants pour vous et de faire en sorte de trouver des solutions client par client pour surmonter les difficultés de la crise et trouver des solutions astucieuses. Alors que si vous ne le faites pas, vous avez beaucoup plus de chances de recevoir des courriers disant qu'ils arrêtent et ensuite, ça sera très, très compliqué de les faire revenir. Voilà. Alors, ça ne s'adresse qu'aux gens qui ont des clients un petit peu récurrents et au B2B, mais ça me semble quelque chose d'important à faire. Communiquer, trouver des solutions, changer le deal, prendre des réductions et ou de délais de manière provisoire et éventuellement étudier avec eux s'il n'y a pas de nouvelles opportunités. Voilà ce que j'avais à dire sur la fidélisation des clients. Est-ce que vous avez des questions? Alors, je vois une question de Delphine qui demande quel conseil pour les prospects qui étaient très chauds, potentielle signature dans le mois ou dans les 2 mois. Donc, il y a une première chose qui est évidemment la situation a changé. Donc, il va y avoir des tas de gens qui vont vous dire « Ah ben non, mais tout a changé, vous comprenez bien ». Et en même temps, le business continue, c'est-à-dire qu'on continue, la plupart des boîtes continuent à payer leur salaire et à continuer à devoir essayer de livrer tant que faire se peut les clients, etc. Donc, en matière de vente, c'est toujours important de faire comme si c'était OK, comme si on allait continuer. Donc, c'est quelque chose de difficile hein, parce qu'il faut à la fois être conscient que le client peut arrêter à tout moment, mais à la fois savoir que ce n'est pas forcément à nous de lui donner des occasions d'arrêter. Donc, je pense qu'il y a une première question qui est est-ce qu'on a des raisons de penser que notre produit n'est plus intéressant pour le client dans l'état actuel? Et auquel cas, c'est probablement de bon sens que de ne pas pousser le produit, y compris en prétextant que attends, on était d'accord. Mais il y a pas mal de cas dans lesquels il n'y a pas de vraie raison d'arrêter, donc à part de la timidité, à part etc. Et c'est probablement ça qui peut faire la différence entre les deux. Cool, on va passer au… Moi, attends, je voudrais juste citer une chose. C'est quelque chose que je pratique personnellement. Parfois, j'ai des entrepreneurs qui ont des grosses difficultés de trésorerie et dans ce cas-là, ils m'appellent, Tristan, écoute, je voudrais arrêter l'accompagnement parce que je ne suis pas en mesure de te payer. Et donc, moi, ce que je fais systématiquement dans ce cas-là, c'est que je leur propose de diviser par 2 le montant de l'accompagnement jusqu'à ce que ça aille mieux. Généralement, ils acceptent et généralement aussi, en tout cas dans la plupart des cas, un certain nombre de temps après, que ce soit 6 mois, que ce soit 1 an, ça va mieux, ils repartent et souvent ils me proposent un rattrapage des honoraires que je n'ai pas touchés pendant la période difficile. Voilà un petit peu le schéma que j'ai vécu à très nombreuses reprises, qui fonctionne bien et donc et qui, quelque part, a l'avantage aussi de nouer un lien plus fort avec les clients.
Ouais, pour donner un autre exemple, Ouais, mais il va falloir. ouais. On n'a plus que 5 minutes. J'entends. Je fais pour donner un exemple très, très, très concret, très récent. Un de vos camarades entrepreneurs est dans la distribution, enfin dans la fringue. La semaine dernière, c'était la Fashion Week. Vous imaginez que son showroom a été vide. Et le problème, c'est que il avait des livraisons qui sont en cours là et des distributeurs qui ont dit ah non mais je refuse la marchandise. Et en fait, on s'est aperçu que c'était beaucoup plus important de dire non mais je livre quand même la marchandise, tu me paieras plus tard, ce qu'ils font jamais d'habitude dans ce milieu. Mais la marchandise est déjà là, elle a déjà été payée de notre côté. Donc tout ce qu'on peut faire pour que ça puisse éventuellement faire du chiffre du côté de notre client distributeur est probablement une bonne idée et probablement une bonne façon de récupérer. Et d'un autre côté, il y a un moment où la panique étant passée, le distributeur va s'apercevoir qu'il faut quand même qu'il ait des choses dans sa boutique. Ok. Point numéro 4, préparation de la reprise. Juste pour vous donner un peu de contexte, à partir du point numéro 4, on voulait parler boîte à outils et puis organiser un échange entre nous de bonnes pratiques. Échange se retrouvant bien entendu dans l'enregistrement, mais également dans le petit dossier qu'on est en train de faire, la petite boîte à outils, où toutes les bonnes idées vont se mettre. On est à 4 minutes d'intervention du président. Il y a plusieurs solutions. La première, c'est qu'on continue et on attend de savoir ce qu'il a dit. Personnellement, je trouve que ça serait certainement intolérable pour beaucoup d'entre nous et que notre attention serait divisée entre notre portable, voire notre téléviseur et cette conférence. La deuxième option, c'est qu'on reprenne dans une demi-heure, 45 minutes, en tout cas pour ceux qui peuvent. La troisième option, c'est de se fixer à un autre créneau tout de suite, dans lequel on refait le même exercice, plus riche qu'on sera de nos échanges et de ce qui s'est passé. Je vais vous demander de voter dans le chat. Solution 1, on continue, et tant pis pour Macron. Solution 2, on se retrouve dans 1 heure. Option 3, on vous propose, Jean-Christophe et Eugénie, sous votre contrôle, on se retrouve Mercredi 11h. Mercredi 11h, sur Zoom également. Je pense que la 3… Tout le monde répond 3. Ouais, Je crois qu'il y a un 3 qui est assez impressionnant. Si on avait c'est ça. Macron dans l'assistance. Hein. Parfait. On va boire un coup après avec donc, plaisir. nouvelle réunion mercredi 11h pour ceux qui souhaitent participer. On vous envoie l'invitation dans la foulée. Voilà. Et oui, n'hésitez pas aussi à envoyer des… si vous avez des questions, envoyez-les-moi à eugénie@ordono.com. Vous voulez pas que ce soit Eugénie plus crise? Ou Eugénie plus crise@ordono.com. Tu mets l'adresse dans le chat? Voilà. Et comme ça, on pourra présenter les réponses mercredi. Voilà, ça nous permettra de préparer un peu plus précisément sur vos attentes. Bon, merci beaucoup à tous. On va essayer à tous. de compiler tout ça et de faire quelque chose de vivant, de dynamique et de suivre quasiment au jour le jour autant qu'on peut et répondre à toutes vos préoccupations. Bon courage. À bientôt. À bientôt. Bonne soirée. Au revoir tout le monde. Merci Eugénie, bravo. Terrible de voir tout le monde partir comme ça. Ah, on est à 26, 24. 20. Vas-y toi. Merci tout le monde, bonne soirée. Merci, bonsoir. Et à bientôt. Merci Jean-Christophe, merci tout le monde. Bonne soirée. Merci Patrick, si on peut se rappeler, merci. Absolument. Allez, ciao. Merci à tous, merci Jean-Christophe. Merci. Bon, bravo Eugénie, tu as été très, très efficace.